Bravo, encore bravo. On voit bien que le mot est une exclamation qui exprime l'enthousiasme, hein. On crie ça debout à la fin du concert pour manifester aux musiciens, plus encore aux chanteurs d'ailleurs, qu'on a été sensible à leurs prestations. Et si on est vraiment transporté, on a même un superlatif. Bravo, bravissimo. Mais attention, le mot signifie plus que cela parce que c'est aussi un nom commun qui désigne le geste de cette exclamation, le claquement des mains. Alors est-ce que ce serait un synonyme d'applaudissement ? Oui et non, parce que c'est un mot qui désigne le bruit de l'applaudissement. Et c'est bien cela qui le rend étonnant, parce qu'on s'attendrait à une onomatopée, à une imitation, un clap-clap quelconque, et en fait on a un vrai mot dont la sonorité n'a rien à voir, parce qu'il sonne, mais il ne claque pas. Et c'est ça qui explique ses usages multiples. Le mot bravo, il est d'origine italienne, le O final en témoigne. Cibler est un verbe récent qui n'apparaît en français qu'au début des années 70, ça fait jeune pour un mot. Cible, c'est un mot qui nous vient d'un dialecte germanique, parlé en Suisse, et la première image qui vient à l'esprit, bien sûr, c'est celle de Guillaume Tell. Mais une cible, ce n'est pas toujours une pomme, c'est une surface ronde qui sert de but dans des jeux d'adresse et qu'on cherche à atteindre avec des flèches ou des munitions, et qui souvent est divisée en cercles concentriques. Alors, plus on se rapproche du centre, plus on marque 2 points. Et on considère traditionnellement que si le centre est atteint, on touchera 1000 points, de là des expressions comme « paf » en plein dans le mille. Mais il est facile de passer du jeu à la réalité, et la cible va désigner aussi le but à atteindre à la guerre, mais dans n'importe quelle situation d'affrontement. Alors on passe à un sens plus abstrait, on est la cible d'une moquerie, d'une calomnie, et c'est ainsi que le verbe cibler va servir pour exprimer ces techniques publicitaires ou même médiatiques. Un journal cible les 18-24 ans. Un gris-gris, ça se porte sur soi. Parfois dans la poche, mais la plupart du temps c'est beaucoup plus près du corps. C'est caché sous les vêtements, c'est accroché à une chaîne, c'est autour du poignet. Et cette proximité avec la peau est peut-être à l'origine du mot. Oh, ce n'est pas sûr, mais on peut penser que le gris-gris, c'est ce qui gratte, c'est ce qui frôle, c'est le reste d'une onomatopée. En tout cas, c'est un objet extrêmement intime qui protège, qui veille sur vous. Alors ce mot gris-gris sonne bien français, avec un redoublement qui fait plus penser au langage enfantin qu'à une langue étrangère, mais qui évoque quand même l'ailleurs, parce qu'on l'utilise davantage en Afrique francophone et aux Antilles, et il se nourrit bien plus des magies des tropiques que de celles de l'Hexagone. Le porte-bonheur qui est plus léger, comme s'il n'avait pas besoin de surnaturel pour nous aider à vivre, mais c'est positif, ça apporte un petit peu de chance en plus. Le mot inuit, il désigne à la fois une langue et ceux qui la parlent, c'est-à-dire un peuple. Et en plus de cela, le mot inuit a un sens particulier dans la langue inuit. Inuit, ça veut dire un homme, un être humain. On a donc le même mot pour renvoyer à tous les hommes et à ceux de cette nation. Dans le français courant, le terme inuit en a remplacé un autre, esquimau. Et ce dernier, il a désigné les mêmes peuples, la même langue, avec une origine différente parce qu'il venait d'une autre langue indienne. Et même si les Européens qui ont peuplé le Canada, parce que c'est là-bas que ça se passe, n'en sont pas les inventeurs, eh bien c'est ce mot d'esquimau qu'ils ont employé pour renvoyer de façon un petit peu vague à tous ceux qui vivaient dans le nord du pays, quelle que soit leur histoire. Alors, cette appellation s'est colorée d'une nuance un petit peu coloniale, qui demeure encore, et c'est pour cela que les Inuits l'ont récusé, ils ne veulent pas qu'on les appelle des Esquimaux. L'histoire de ce terme ne s'arrête pas là, puisqu'il est associé, de façon un peu stéréotypée, à l'idée du froid, du fait que les nations inuites, qui font partie de ce qu'on appelle les Premières Nations, sont originaires des régions arctiques du Canada. Alors ça nous fait comprendre que l'esquimau, c'est aussi une crème glacée industrielle fichée sur un petit bâtonnet, et ça existe bien encore, et ça ne saurait être remplacé par un autre mot, pas question de manger un inuit à l'entracte. Kermesse, c'est un mot intéressant, d'abord parce que son usage, qui est bien actuel, n'a pas grand-chose à voir avec son étymologie. C'est un mot qui vient de l'ancien flamand, et le K à l'initiale est souvent une bonne indication d'une origine germanique. Alors cela condense 2 mots, Kerke, l'église, on retrouve ce radical dans l'anglais church, dans l'allemand Kirche, et Messe, qui a le même sens que le mot français.
Donc, il s'agit d'une messe d'église. La kermesse n'est pas une affaire d'intérieur, de même qu'elle n'est pas liturgique. Elle se situe à la frange entre la vie religieuse et la vie laïque. C'est une fête patronale de village. On célèbre le saint sous la protection duquel on vit et c'est prétexte à réjouissance. Les principaux dictionnaires français mentionnent ce nom masculin wiki, qui est pourtant d'un usage relativement peu courant. Ah, on l'entend beaucoup, c'est vrai, mais utilisé comme préfixe. On entend Wikipédia, on entend Wiktionnaire. Quand on rencontre wiki isolé, il faudrait fonder un nouveau wiki, eh bien on a l'impression qu'on est en face d'une abréviation. Alors, cet objet linguistique, wiki, il nous est familier, mais il vient de loin. Il vient de l'anglais, mais l'anglais l'avait trouvé dans la langue hawaïenne. Mais évidemment, c'est Wikipédia qui installe le préfixe. Il s'agit d'un recueil d'articles sur des sujets extrêmement différents et qui sont écrits par les utilisateurs eux-mêmes qui mettent leurs connaissances à la disposition de tous. C'est ce qu'on appelle un site collaboratif. Alors, Wikipédia se décompose facilement. Wiki, ça permet une consultation rapide donc. Et Pédia, c'est la finale de encyclopédia, un mot anglais qui correspond à encyclopédie. Et cette nouvelle façon de procéder, qui est informelle et gratuite, va s'identifier à cette formule malicieuse. Zénitude. Voilà un mot tout nouveau qui est un vrai produit du monde contemporain qu'on se représente souvent comme monde de la vitesse, monde de l'angoisse. Alors, zénitude est formé sur un autre mot très ancien. Le bouddhisme zen est une forme de religion qui est née en Inde, passée en Chine puis au Japon. Et depuis les années 60-70, beaucoup de gens en Occident s'intéressent à cette pratique spirituelle. Et cette recherche de sérénité, elle a plu à ceux qui se sentaient emprisonnés par la vie moderne et son stress. Alors, le mot zen s'est répandu dans le vocabulaire français au tournant des années 80. Comme adjectif, il faut savoir rester zen. Et ce suffixe itude, il renvoie à deux mots sous-jacents. D'abord, l'habitude et surtout l'attitude. La zénitude, donc, évoque une façon d'habiter son corps, d'évacuer les tensions et de retrouver peut-être une paix intérieure.